Bienvenue dans notre cercle intérieur, cette communauté qui explore les mystères de l'esprit humain et la puissance invisible de la pensée. Ici, sur cette chaîne, nous ne cherchons pas simplement à comprendre le monde, mais à le transformer, de l'intérieur. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une idée essentielle inspirée par Napoléon Hill. Comment neutraliser l'adversité, non pas par la force, mais par la maîtrise de soi et la pensée organisée. Mais avant de commencer, prends un instant pour t'abonner, et active la cloche de notification. Chaque semaine, nous explorons ensemble les lois invisibles du succès, de la foi et de la transformation intérieure, et je ne veux pas que tu manques la prochaine étape de ce voyage. Tout commence là, dans ce calme intérieur que rien ne peut troubler, sinon ton propre esprit. L'adversité frappe parfois sans prévenir, un mot mal compris, un regard qui juge, un obstacle imprévu. Mais ce que tu appelles l'ennemi n'est souvent qu'une projection de ton désordre intérieur. Napoléon, il l'avait compris, ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Et si tu pouvais concevoir la paix au milieu de la tempête? Si la victoire consistait non pas à vaincre, mais à transcender? Imagine maintenant un jardinier. Chaque matin, il retrouve son sol. Ses mains plongent dans la terre humide, respirent la patience du monde. Un jour, une ronce étrangère apparaît, s'étend, dévore l'espace vital de ses fleurs. Les voisins lui disent « Brûle-la, arrache-la, détruis-la ». Mais lui observe, comprend. Il ne répond pas par la destruction, il répond par la vie. Il replante, enrichit la terre, fait croître 1000 tiges de lumière. Et lentement, la ronce s'étouffe sous l'abondance qu'il a choisi de nourrir. Tu vois, la vraie puissance, ce n'est pas la riposte. C'est le choix conscient de bâtir, même quand le monde te pousse à détruire. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Car ce que tu t'apprêtes à entendre pourrait bien changer ta manière d'affronter chaque tempête, non plus comme un champ de bataille, mais comme un jardin à cultiver. Il existe en toi une armée de silence prête à répondre. Cette histoire n'est pas celle d'un jardin, mais celle de ton esprit. Les ronces sont les pensées de colère, les doutes, les blessures qui repoussent encore et encore. Les fleurs, elles, sont les idées que tu choisis de cultiver chaque jour. Que cultives-tu aujourd'hui qui étouffera, demain, la négativité? Clarifie ton désir ardent. C'est le premier secret de la maîtrise. Trop d'êtres humains passent leur temps à s'opposer à ce qu'ils détestent, oubliant de construire ce qu'ils désirent. Napoléon, il disait, un objectif bien défini est à moitié atteint. Pose-toi la question, que veux-tu véritablement bâtir? Quelle énergie mériterait ton attention totale? Ne cherche pas à détruire ce qui t'irrite, dépasse-le par la construction d'une œuvre plus grande que ta réaction. Ensuite vient l'autosuggestion, la science du verbe intérieur. Chaque mot que tu te dis devient une graine plantée dans ton subconscient. Visualise ta paix. Visualise tes limites comme des remparts doux, lumineux. Imagine-toi marchant dans la journée, entouré d'une aura tranquille que rien ne perce. La visualisation n'est pas une fuite, c'est un acte de création mentale, une préconstruction invisible du monde à venir. Puis, dresse ton plan organisé. Car il ne croyait pas à la simple pensée positive, mais à la pensée structurée, disciplinée. Note tes actions, trace ton chemin, érige ta réputation par la constance. Les rumeurs, les critiques, les attaques s'éteignent devant la clarté du résultat. Comme il le disait, la persistance est la qualité qui fait le succès. Souviens-toi de cette femme dont la carrière avait été salie par le bruit. Elle aurait pu répondre, se justifier, se battre dans la boue des opinions. Mais elle choisit une autre voie. Chaque jour, elle apportait plus de valeur, plus d'excellence, plus de vérité dans son travail. Sans mots durs, sans défense agressive. Et, au fil des mois, la rumeur se dissout, impuissante face à la solidité de ce qu'elle avait reconstruit. Sa réputation renaît non pas parce qu'elle s'est expliquée, mais parce qu'elle a incarné la preuve. Si tu acceptes la responsabilité de ton image, quelles actions la répareront? Que fais-tu, maintenant, qui montre au monde la version la plus noble de toi-même? L'adversité est une école secrète. Elle te teste, te sculpte, t'invite à te rappeler que la vraie puissance n'est pas de dominer les autres, mais de régner sur ton propre royaume intérieur. Et ce royaume, c'est ton esprit. Je suis maître de ma pensée. Je bâtis, je protège, je persiste. Je transforme chaque défi en énergie créatrice. Je ne détruis pas, je transcende.
Parce qu'en vérité celui qui apprend à commander ses pensées commande son destin. Et il avait raison, maîtrise ton esprit et tu maîtriseras ton monde. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Ces mots frappent comme un coup de marteau sur l'enclume de l'âme. Ils résonnent et deviennent loi intérieure, l'épreuve n'est pas fin, mais matière première. Nietzsche n'offre pas de consolation douce, il tend un outil, exigeant et lumineux, et te dit de forger. Si tu veux transcender l'adversité, apprends à réduire l'attaque à métal brut, puis façonne en instrument de puissance. Imagine le forgeron dans un atelier enfiévré. Autour de lui, des épées ennemies, la lame noire de rancœur, le tranchant des mots. Là où d'autres voient des armes, il voit matière. Il jette les épées au feu, attend que le métal rougisse, frappe encore et encore, plie, martèle, transforme le tranchant en soc. Maintenant l'outil nourrit la terre au lieu de la meurtrir. L'agression devient laboureur. L'insulte devient énergie qui aiguise la volonté. Que pourrais-tu forger avec la force que l'autre te jette? Ton premier mouvement n'est pas la contre-attaque, c'est l'acceptation active amor fati. Accueillir ce qui arrive sans s'y fondre aveuglément. Nietzsche ne te demande pas de te résigner, il t'invite à dire oui, un oui qui transforme. Le coup que tu as reçu, si tu l'acceptes comme fait et matériau, cesse d'être poison et devient le vin. Quel est l'événement que tu peux embrasser aujourd'hui, non pour le subir, mais pour le retourner en moteur? Ensuite, crée de la valeur. La riposte vindicative occupe l'œil public quelques instants. La création durable engage le temps et commande l'admiration. L'artiste critiqué ne répond pas par l'attaque verbale. Il retourne au travail, produit encore, plus haut, plus étrange, plus vrai. Les mêmes mains qui essuyaient la salive de la critique font maintenant des œuvres qui parlent plus fort que toutes les rumeurs. Ton travail, ta contribution devient la preuve irréfutable que l'attaque n'a pas vaincu. Ne laisse pas la réaction définir ton art, laisse ton art définir ta réaction. Troisième principe, réévaluer et s'affûter. La critique est un miroir brisé, chaque éclat montre un angle que tu n'avais pas vu. Plutôt que de te consumer, utilise ces éclats pour polir tes forces. Demande-toi, sans complaisance, que révèle cette épreuve sur mes failles? Quelles compétences dois-je forger pour que demain l'attaque glisse comme la pluie sur une armure neuve? Nietzsche te pousse à l'hygiène spirituelle. Triage, triage, et encore triage, conserve ce qui sert, rejette ce qui affaiblit. Écoute ce récit, un sculpteur reçoit des critiques acerbes d'un critique influx. Au lieu de hausser le ton, il se plonge dans l'atelier et transforme cette morsure en thème central de sa série suivante. La silhouette qui ploie sous la honte devient personnage d'une forme nouvelle, puissante. Le public change d'œil non parce qu'il a été persuadé par de longs discours, mais parce que l'œuvre incarne la métamorphose. L'autorité ne vient pas du verbe qui claque, mais de la matière qui tient. Maintiens, maintenant, une pratique quotidienne, la forge intérieure. Chaque matin, prends 5 minutes pour convertir la dernière blessure en projet précis. Nomme-la, donne-lui une fonction. Convertis la colère en plan de travail, la peur en recherche, l'humiliation en motif pour une œuvre supérieure. Toujours revenir à l'établi, le geste répétitif du travail transforme l'émotion en habileté. Interroge-toi, sans détour, quel défi peux-tu métamorphoser en tremplin pour ton affirmation? Quelle douleur recentreras-tu en ressources? Le forgeron n'attend pas que le monde change, il change le métal. Tu n'attends pas l'innocence du monde, tu deviens l'artisan de ta force. Exercice guidé, visualisation dynamique, à pratiquer debout, les paumes ouvertes, imagine la critique comme charbon noir dans tes mains. Sens sa chaleur, son poids. Ne le jette pas. Visualise le charbon s'enflammer, purifier le métal. Vois-toi au forgeron, frappe après frappe, donnant forme à un outil qui te servira. Respire en rythme, in frappex, in formex. Répète 3 fois, et à la 3e, affirme à voix basse, je transforme. Je crée. Je surpasse. La vie oscille, comme un pendule, de la souffrance à l'ennui. Schopenhauer nous parle avec la lucidité d'un vieil oracle. La vie n'est pas un festin, mais un balancement perpétuel. Entre manque et satiété, entre désir et lassitude. Pourtant, quelque part au-dessus de ce mouvement, il existe un lieu où rien n'oscille. Là, tout est calme. C'est cet endroit que le voyageur cherche. Imagine un homme qui gravit la montagne pour fuir le tumulte du monde. Il laisse derrière lui les voix, les obligations, les regards qui jugent.
Le chemin est rude, mais chaque pas l'éloigne du bruit. Lorsqu'il atteint le sommet, il découvre un silence si dense qu'il en devient musique. Le vent glisse sur les pierres comme une harpe invisible. Le monde, en bas, continue de hurler mais lui n'y répond plus. Dans ce silence, il comprend. La paix n'est pas un cadeau du monde, c'est une conquête intérieure. Alors, dis-toi, quelle distance mentale peux-tu installer pour que les tempêtes externes échouent contre ton roc intérieur? Schopenhauer voyait dans le détachement une forme d'art supérieur. Se détacher, ce n'est pas mépriser. C'est comprendre la futilité du jeu social. L'opinion, la flatterie, la dispute, tout cela n'a de pouvoir que si tu offres ton attention. Le détachement commence lorsque tu cesses de donner à autrui la clé de ton humeur. Quand tu apprends à dire, sans colère, cela ne me concerne pas. Cette phrase, répétée en silence, devient un bouclier invisible. La première tactique, réduire l'importance accordée aux provocations. Le monde te tend 1000 hameçons, il attend ta réaction, ton émotion, ta défense. Mais si tu ne mords pas, la ligne se rompt d'elle-même. La paix naît de l'économie des réactions. Chaque silence conscient est un triomphe invisible. Deuxième tactique, limiter l'accès. Les sages de l'Antiquité bâtissaient des jardins clos, non pour fuir, mais pour cultiver leur espace intérieur. Fais de même, fixe tes frontières. Dis non plus souvent. Réduis les contacts qui nourrissent la dispersion. Le monde moderne glorifie l'ouverture permanente, mais la paix exige parfois une porte verrouillée. C'est dans la solitude choisie que renaît la force d'esprit. Et puis, renforce-toi esthétiquement et vitalement. Lis des textes qui te grandissent, marche à ton rythme, cultive le geste simple. L'esthétique du quotidien, c'est l'art de transformer la répétition en rituel. Schopenhauer écrivait « Le bonheur consiste à réduire ses désirs. Réduire n'est pas perdre, c'est purifier. L'excès distrait, l'essentiel est clair. » Une dirigeante, harcelée par les manœuvres et les jeux de pouvoir, comprend un jour que chaque réaction lui coûte une part de paix. Elle simplifie sa vie, moins de réunions, moins de justifications, plus de silence. Elle délègue, elle respire. Peu à peu, les manipulations glissent sur elle. Son calme devient mûr. Ceux qui cherchaient à la troubler se heurtent à l'indifférence d'un lac immobile. Et dans cette indifférence, elle découvre une joie nouvelle, celle d'exister sans se défendre. Le détachement ne tue pas la sensibilité, il la purifie. Il ne t'arrache pas au monde, il t'y replace sans attachement. Le silence ne fuit pas la vie, il la rend supportable, presque belle. Schopenhauer aurait souri de cette beauté fragile, née du renoncement. Alors médite, quelles possessions émotionnelles pourrais-tu laisser tomber pour redevenir libre? Ces besoins de reconnaissance, ces souvenirs de blessures, ces obligations inventées qui t'enchaînent sinon toi? Ferme les yeux. Respire. Observe. Laisse passer les pensées comme des nuages, sans en retenir aucune. Elles naissent, se dissolvent, et tu demeures. Exercice de silence. Assieds-toi. Inspire profondément. Sens le poids de ton corps, le contact du sol. Laisse les sons venir et repartir sans jugement. Chaque bruit est un rappel que tu n'as pas besoin de répondre à tout. Observe ton esprit. Quand un souvenir ou une inquiétude monte, dis-toi simplement, voici une pensée. Puis laisse-la partir. Dans cet espace, tu redeviens souverain. Là où rien ne manque, où rien ne blesse. Le sage vit pour lui-même. La phrase ne prêche pas l'égoïsme. Elle invite à l'autonomie spirituelle. Vivre selon sa loi intérieure, respirer selon son propre rythme, chercher non la gloire, mais la paix. La voix s'éteint lentement, le vent s'apaise, reste le battement régulier de la respiration sans fermeture, sans fin, seulement la continuité du calme. L'art de la guerre est de soumettre l'ennemi sans combat. Sun Tzu n'était pas un adorateur du conflit, mais un poète de la lucidité. Pour lui, la vraie puissance n'est pas de frapper juste, mais de prévoir avant que le coup ne soit nécessaire. Son art n'est pas destruction, mais préservation de l'énergie. Le stratège accompli gagne en silence, bien avant la bataille, lorsque tout semble encore paisible. Imagine un capitaine de navire voguant sur une mer traîtresse. L'horizon paraît calme, mais il sait lire la couleur de l'eau, devine le sens du vent, la lente torsion des courants invisibles. Tandis que les autres marins foncent tête baissée vers la tempête, lui ajuste sa voile, anticipe le flux,
détourne légèrement sa route. Il ne lutte pas, il compose. Lorsque la tempête éclate, il n'est déjà plus là, son bateau glisse sur une mer tranquille. Et au matin, il est le premier à toucher la côte. La victoire, chez Sun DSU, est une affaire d'intelligence préventive, non de confrontation héroïque. Quelle préparation évitera la bataille avant même qu'elle ne commence? Le premier principe, connaissance de soi et de l'autre. Ce que tu ignores de toi est une arme offerte à autrui. Ce que tu ignores de l'autre est un piège où tu te jetteras de ton plein gré. Observe. Écoute sans réagir. Lis entre les lignes, dans le ton, dans la récurrence des gestes. La stratégie commence par la lucidité. Comprends les forces qui t'animent et les failles qui te fragilisent. Apprends aussi à deviner les motivations de l'autre, derrière chaque attaque se cache souvent la peur ou le besoin de reconnaissance. La vraie sagesse est de percevoir ce besoin avant même qu'il ne se manifeste. Deuxième principe, le positionnement. Le stratège ne se bat pas dans le désordre, il choisit le terrain. Dans la vie, ce terrain, c'est ton image, ton réseau, tes alliances. En cultivant ta crédibilité, tu rends toute attaque vaine. On ne peut démolir ce qui est solidement bâti. Une réputation claire, un entourage solide, une communication honnête sont les remparts invisibles qui protègent sans violence. Le monde moderne confond souvent la force avec le bruit. Sun DSU savait que la vraie force est dans la position, non dans la réaction. Troisième principe, la dissuasion par l'excellence personnelle. La compétence, la rigueur et l'intégrité sont des armes silencieuses. Montre par tes actes que tu es difficile à déstabiliser, impossible à corrompre. L'adversaire hésite à s'attaquer à ce qui paraît inébranlable. C'est là la forme la plus noble de victoire, celle qui empêche la guerre par simple évidence de ta stature. Connais ton ennemi et connais-toi toi-même, et tu ne seras point en danger. Écoute ce récit, une petite entreprise découvre qu'une rumeur de fraude se prépare, orchestrée par un concurrent jaloux. Plutôt que de se défendre dans la panique, le dirigeant choisit la transparence radicale. Il publie ses comptes, ouvre ses portes, invite les clients à témoigner. Les preuves parlent d'elles-mêmes. La campagne de dénigrement s'effondre faute de relais, personne n'a envie de se battre contre la vérité nue. Cette entreprise n'a pas gagné par la confrontation, mais par la clarté de son plan. Demande-toi, comment ton plan d'aujourd'hui rendra-t-il toute attaque caduque demain? Que peux-tu préparer, fortifier, clarifier avant que la vie ne te mette à l'épreuve? La paix durable ne vient pas du hasard, mais de la préparation invisible. Chaque décision lucide d'aujourd'hui est une guerre épargnée demain. Exercice de visualisation, ferme les yeux. Devant toi, imagine une carte. Au centre, toi ton esprit, ton projet, ta vérité. Autour, trace les cercles de tes ressources, amis, savoir, compétences, temps. Entre ces cercles, visualise les chemins d'évitement, les issues possibles en cas de tension. Respire. Sens la solidité de cette architecture invisible. Tu n'as rien à défendre, car tout est déjà ordonné. Tu n'as rien à craindre, car tu es préparé. Je connais mon terrain. Je prévois avant d'agir. Je gagne sans blesser. Puis laisse ces mots se dissoudre dans le silence, comme le navire du capitaine disparaissant dans la brume du matin. La meilleure victoire est la victoire obtenue sans combat. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Carl Jung ne nous parle pas de morale, mais d'intégration. Pour lui, l'hostilité, la jalousie, la colère des autres et la nôtre ne sont pas des ennemis, mais des messagers. Ce que tu redoutes dans autrui, ce que tu combats, c'est souvent la part de toi que tu n'as pas encore reconnue. L'ombre. Ce royaume intérieur où dorment les pulsions, les désirs, les mémoires refoulées. Imagine un miroir brisé retrouvé dans une forêt. Chaque fragment reflète une image déformée. Ton visage éparpillé, ton regard multiple. Tu te penches, tu te coupes parfois, mais chaque éclat révèle un angle nouveau. Tu comprends peu à peu que ces morceaux ne sont pas des ennemis à éviter, mais des pièces à assembler pour te retrouver entier. Alors demande-toi, quelle part de ton ombre réagit quand l'autre attaque? Jung dirait que la première étape est l'accueil de l'ombre. Quand quelqu'un te blesse, avant de répliquer, observe. Qu'est-ce que cette blessure éveille? Un souvenir d'humiliation? Une peur d'être rejeté? Un besoin d'être reconnu?
L'ombre n'est pas maléfique, elle est simplement inconsciente. Tant qu'elle reste dans l'obscurité, elle agit à ta place. Mais lorsque tu la nommes, elle s'apaise. L'accueil, c'est la lumière qui désarme les monstres. La deuxième étape, c'est le dialogue intérieur. Jung proposait de dialoguer avec ses forces comme avec des personnages réels. Assieds-toi et écris une lettre. Adresse-la à la personne qui t'a blessé, mais n'envoie rien. Laisse couler la colère, la déception, la peur. Puis relis lentement, tu verras que les mots changent de ton. Ils deviennent miroirs de ton propre inconscient. Dans ce processus, tu découvres que tu ne t'adresses pas à l'autre, tu t'adresses à toi-même. Cette lettre devient un rituel de libération sans destruction. Le travail ne s'arrête pas à l'analyse, il s'élève dans la création. L'énergie du conflit est une énergie brute. Elle peut consumer, ou bien illuminer. Tu peux la verser dans une œuvre, une idée, une action. L'artiste qui peint sa colère, le musicien qui transforme sa peur en mélodie, le penseur qui convertit sa solitude en enseignement, tous deviennent des alchimistes de l'ombre. L'intégration n'est pas suppression, mais transformation. Leur intérieur se forme dans la fournaise des émotions. Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. Regarder à l'intérieur, c'est plonger sans armure dans ces zones troubles. Ce n'est pas confortable. Mais c'est là que naît la conscience. Tu cesses de blâmer le monde pour commencer à comprendre ton rôle dans le théâtre de tes émotions. Cette lucidité crée la paix, car elle te rend autonome. Écoute cette histoire, un manager réputé pour sa sévérité se voit confronté à une équipe en crise. Les conflits se multiplient, les reproches fusent. Il cherche d'abord à imposer plus de contrôle, mais la tension augmente. Un jour, il décide de faire le contraire, il écoute. Il écoute sans interrompre, sans défendre, sans juger. Ce silence révèle quelque chose. Dans chaque critique, il reconnaît sa propre rigidité, sa peur du désordre, son besoin d'être perçu comme parfait. Alors il transforme les réunions en ateliers d'écoute. Peu à peu, l'énergie du conflit devient créativité. Les employés osent parler, les erreurs deviennent apprentissage. L'équipe grandit, non parce que la hiérarchie s'est renforcée, mais parce que la conscience s'est élargie. Chaque attaque est une leçon voilée. Chaque jugement est un miroir. Lorsque quelqu'un t'agresse, imagine que la vie t'envoie un messager déguisé. Que veut-il te révéler? Quelle partie de toi cherches-tu encore à cacher? Le monde extérieur devient alors un laboratoire pour ton âme. Tu cesses de te sentir victime, tu deviens explorateur. Jung aurait dit que l'individu complet n'est pas celui qui élimine son ombre, mais celui qui la reconnaît et l'intègre dans la lumière de la conscience. C'est l'union des contraires, la rencontre du jour et de la nuit en toi. Méditation intérieure, ferme les yeux. Inspire profondément. Visualise devant toi ton ombre, non comme une menace, mais comme une silhouette bienveillante. Elle te regarde, silencieuse, et te tend la main. Accepte-la. Elle porte les forces que tu as longtemps reniées. Ensemble, vous marchez vers une lumière douce, ni trop vive, ni trop sombre. Là, il n'y a plus d'ennemis. Alors, interroge-toi, qu'apprendrais-tu si tu considérais chaque attaque comme un enseignant masqué? Et peut-être est-ce cela, le véritable triomphe dont parlait Napoléon Hill, non pas dominer les autres, mais régner sur soi-même. Lorsque tu apprends à choisir la création plutôt que la réaction, à nourrir la lumière plutôt que la peur, alors plus rien ne peut vraiment te déstabiliser. Chaque mot, chaque pensée, chaque émotion devient une graine. Et le jardin que tu cultives à l'intérieur de toi finit toujours par fleurir à l'extérieur. Alors, continue d'enrichir ta terre, continue de bâtir ta paix, même quand la ronce revient, car la persévérance est la forme la plus silencieuse du courage. Souviens-toi, la maîtrise de soi n'est pas un état, c'est une pratique quotidienne. Et plus tu la cultives, plus la vie s'incline devant ta clarté. Et si tu veux continuer ce voyage intérieur, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouvel épisode, et de laisser un like si cette vidéo t'a inspiré.